Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui l'Égypte antique. Donc, l'Égypte antique a existé en même temps que la civilisation de la Mésopotamie. Bien que une et l'autre soient voisines, elles sont totalement différentes à plusieurs aspects. En Mésopotamie, le cunéiforme a remplacé les formes de pictogrammes dans le langage égyptien, tandis qu'en Égypte, l'hiéroglyphe a continué très longtemps avant qu'une autre forme de langage plus phonétique, moins pictorial, le hiératique, a pris forme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en Égypte, si on suit Inis, le temps veut tout dire pour cette civilisation. Pourquoi c'est si important? Parce que le Nil, qui est le fleuve qui relie le haut et le bas de l'Égypte, était tout le temps en inondation, ce qui affectait l'agriculture, tout en la rendant possible dans une région un peu désertique. Donc de chaque côté du Nil, il y avait une zone verte où l'agriculture était possible. Et ces territoires fertiles appartenaient aux souverains égyptiens. Évidemment, l'Égypte est une des plus vieilles sociétés agricoles de l'humanité et une où les stratifications sociales, hiérarchiques, très complexes entre le souverain, la famille royale, les nobles, les scribes, les prêtres et d'autres castes en dessous et finalement les esclaves. C'était une population très stratifiée et avec plusieurs interactions complexes. Ce qui fait que les médias qui ont été développés, il y en avait qui étaient développés pour certains groupes en particulier et d'autres pour certaines classes dont le niveau de littératie n'était pas le même. Une fois que l'union de l'Égypte du Haut et de la vallée du Nil a été faite, donc l'Égypte du Haut, ce qu'on appellerait aussi la Nubie, une fois qu'il y a eu une alliance politique, une conquête politique entre les deux régions, eh bien, l'Égypte est restée une seule société, une seule entité politique pour le reste de cette civilisation-là, ce qui n'est pas le cas en Mésopotamie, où là, il y avait plusieurs villes, plusieurs cités-États, plusieurs jeux de pouvoir. Donc, l'Égypte a pu avoir une certaine histoire, encore une fois, à travers le temps, plus claire, plus unique. Donc, un chemin plus clair. Donc, le Nil, le roi et l'immortalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on regarde sur la carte ici, donc on va voir les régions de l'Égypte. La base, c'est Égypte, donc la vallée du Nil. L'embouchure ici en haut, sur la mer Méditerranée. On a ce qu'on appelle la Haute-Égypte et ensuite la basse Nubie. Donc, il y avait des inondations fréquentes et ce que ça fait, c'est que pour permettre l'agriculture sur ce territoire, il a fallu créer un calendrier annuel permettant de prédire la crue des eaux. Donc, le calendrier, évidemment, pouvait être au début peut-être oral, mais rapidement a été apposé à un média, un document. Et donc, qui avait le contrôle de ce calendrier? C'était la royauté, donc les souverains, qui pouvaient prédire les inondations du Nil. Donc, cette idée de permanence, cette idée de contrôle sur le temps a aidé à instaurer une idée que la royauté avait un certain contrôle sur le temps avec l'appui des dieux. Donc, toutes sortes de festivals, de fêtes, de célébrations étaient inclus dans ce calendrier, ce qui aidait encore l'hégémonie du souverain. Et en termes de médias, de monuments architecturaux, ça a donné des pyramides et d'autres constructions, mais aussi des pratiques telles la momification, où on préservait le corps des souverains et de certains nobles, de la famille royale, et ainsi de suite. On les conservait. Et dans les endroits de sépulture, beaucoup de médias, beaucoup d'artefacts étaient créés pour expliquer un peu l'histoire de cette personne, de ce souverain. Donc, il y a une génération, une création de plusieurs formes de médias pour aider l'idée de la permanence en Égypte. Si on recule un peu plus loin, dans le néolithique, même le paléolithique et le mésolithique, on peut voir que le passage de l'agriculture et la domestication était assez important dans la culture égyptienne. Donc, l'auroch, une forme de bovidé qui est peut-être l'ancêtre du bœuf, existait beaucoup dans cette région-là. Il y avait aussi des chèvres et des moutons, mais c'est pas sûr si ces animaux-là venaient directement de cette région-là ou s'ils ont été importés par la mer Méditerranée de d'autres régions avant d'être installés là de façon permanente. Donc, les bovidés, c'était la source de protéines animales la plus importante pour les Égyptiens, au moins du néolithique. Et c'est probablement l'animal qui a été domestiqué pour nous donner le bœuf. Donc, il y a une représentation de cet animal qui est si important pour les anciens Égyptiens. Ici, on parle avant le côté historique, donc dans la préhistoire, on pourrait dire ici. Et cette représentation-là, plus tard, on va voir à travers l'histoire de l'Égypte antique, les animaux prennent beaucoup de place. Il y a des dieux avec des têtes animales et éventuellement, la représentation de l'être humain va remplacer la représentation de ces animaux-là un peu partout dans l'art égyptien. Donc, l'origine de l'écriture égyptienne, on sait qu'il y avait des rites funéraires et des sépultures qui ont influencé l'écriture égyptienne antique. Donc, dans les tombeaux, sur les tombes, dans les espaces de sépulture, il y avait des inscriptions de toutes sortes de formes, mais il y avait aussi ce qu'on appelait des étiquettes. Et ces étiquettes-là expliquaient qu'est-ce qu'il y avait sur l'objet. Donc, ici, on peut voir certaines étiquettes de Uji, et ce sont
de très vieux artefacts. Donc, il n'y avait pas autant d'ornementation sur ces étiquettes, mais il y avait un message, il y avait quelque chose qui était écrit. Si on compare avec d'autres éléments dans les mêmes lieux, on pourrait dire que l'écriture ici était plus rudimentaire, plus simple. Ça nous témoigne ici peut-être qu'il y avait deux fonctions. Il y avait une écriture sur les ornementations, sur les tombeaux, qui était pour célébrer, qui était pour honorer et respecter l'être qui était enterré. Tandis que l'écriture sur les étiquettes avait plus une place de documentation des faits, des lieux. Donc on pouvait mettre les dates de naissance, de nom des souverains et ce que j'appellerais, moi, des métadonnées utiles pour cataloguer le vécu des personnes qui étaient enterrées là. Donc, on peut comprendre que les personnes qui avaient un besoin de cataloguer cette information-là n'étaient pas nécessairement des souverains, mais pouvaient être des scribes, des administrateurs, des historiens, des prêtres qui avaient besoin de cette information-là sur qui était cette personne, sa date de naissance, sa date de décès, son nom. Donc, l'idée de la métadonnée, c'est que c'est une information sur l'information. On voit ici quelques parallèles avec ce qu'on a déjà vu en Mésopotamie, où on mettait certains messages dans des enveloppes ou des cylindres par-dessus lesquels on mettait d'autres messages. On voit un peu ce genre de pratique ici, là aussi. Maintenant, l'écriture et la représentation visuelle en Égypte antique. Donc, elle avait deux fonctions. L'écriture, il y avait une fonction, on vient juste de le voir, bureaucratique et d'administration, mais aussi une autre fonction de production artistique. Si on compare avec la Mésopotamie, la fonction de l'écriture en Mésopotamie était plus administrative et pour aider au commerce, tandis que en Égypte, il y avait un aspect d'art public sous forme de monuments qui était très important. Il y a trois formes importantes d'écriture égyptienne qu'on peut noter. L'hiéroglyphe, donc c'est une écriture imagée de signes utilisés principalement pour communiquer avec le public. On va le voir plus tard, on pourrait comparer un petit peu l'hiéroglyphe à la bande dessinée. Il y a l'écriture hiératique, qui est une écriture phonétique avec un alphabet abstrait utilisé par la bureaucratie principalement. Et finalement, l'hiéroglyphe linéaire, qui est une forme intermédiaire entre l'hiéroglyphe et l'écriture hiératique. Si on regarde plus en détail l'hiéroglyphe, on peut voir que c'est une forme d'écriture visuelle qui n'est pas nécessairement utilisée par les bureaucrates dans les fonctions quotidiennes. C'est quelque chose qui est réservé pour les monuments et là, et qui est aussi vu par le public. Maintenant qu'on parle de public, on sait que ce n'est pas tous les membres de ce fameux public, donc les casques plus inférieurs, la masse de personnes qui peut-être pouvaient lire. Donc, les liens avec l'hiératique restent, car dans un même document, on utilise souvent les deux. Pour vous donner un exemple, ce serait comme lire une bande dessinée. Et évidemment, on a des dessins, mais on a aussi des phylactères, donc des bulles avec les textes des personnages. Et même des fois des indications de scènes comme à suivre ou des messages dans des boîtes disconnectés de ce que les personnages font aussi. Donc on peut voir ce genre de jeu-là aussi dans l'hiéroglyphe avec une superposition de hiératique par-dessus. Et c'est pas nécessairement que le message hiéroglyphe disait exactement la même chose qui était dans l'hiératique. Donc il pouvait y avoir deux informations parallèles qui étaient véhiculées, mais quand on regarde le contexte des deux, c'est un message plus complexe qu'on peut comprendre. Le style des caractères hiéroglyphes n'a pas beaucoup changé à cette époque et à une certaine façon restait une représentation de la nature. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un manque de perspective dans ces hiéroglyphes. Donc la symbiose image et écriture égyptienne. Donc l'agencement de l'image dans les formes d'écriture égyptienne pouvait causer plusieurs questionnements méthodologiques et historiographiques. On l'a vu dans le texte de Brémond. Il y a plusieurs approches et méthodes qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre la symbiose de l'image et de l'écriture égyptienne. Comme je l'ai mentionné, moi, une de mes préférées, c'est faire le parallèle avec la bande dessinée. Mais il y a des approches structurales, sémantiques, sémiotiques qu'on peut aussi utiliser. Donc, c'est un débat, c'est un espace historiographique qui est très riche dans ce qu'on appelle l'égyptologie, donc la science de l'étude de l'Égypte antique. Le but ici, c'est pas de mémoriser chacune des pratiques, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs façons d'essayer d'interpréter ce qu'on voit dans la symbiose image-écriture égyptienne. Il faut aussi se rappeler que notre perception, notre interprétation de cette symbiose image-écriture égyptienne est basée quand même sur les documents qui nous sont disponibles aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que nous avons toute l'histoire et toute la façon de comprendre aussi. Et puisque nous n'étions pas là, il y a une partie du contexte qui nous échappera probablement tout le temps. L'article de Brémond est là pour vous aider à comprendre la richesse
de la compréhension des médias égyptiens et non pas mémoriser chacune des approches qui a été utilisée pour comprendre. Je veux que vous compreniez que c'était assez complexe dans l'univers égyptien. Moi, je ferai un rapprochement avec ce qu'on appelle le tournant visuel, qui est une nouvelle façon de comprendre le monde visuel dans l'économie de l'information contemporaine, où les éléments visuels et même sonores font partie de plusieurs médias présentement. On pouvait argumenter, et on le verra plus tard dans le cours, que le monde occidental était un monde littéraire, donc l'écriture primait. Mais avec les médias de masse, la télévision, le cinéma, le dessin animé, la bande dessinée, toute forme de musique, la radio, les médias changent et intègrent plusieurs façon de percevoir l'information par d'autres sens que par la lecture même, donc lire. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous essayiez de comprendre le monde égyptien de la même façon. Donc, le même artefact contenait plusieurs informations, et même si on y touche avec les mains ici dans l'exemple qu'on voit, il y avait le côté gravure, donc même le côté sensoriel du toucher pouvait même jouer là-dedans aussi. Donc, c'est une expérience avec plusieurs médias, plusieurs sens en même temps, et comprendre le contexte de tout ça nous permet de comprendre le message qui était véhiculé. Sur certains médias, certaines formes d'art égyptiennes, où il y avait de la gravure et de la peinture intégrées en même temps, parfois, on ne colorait même pas un bras qui était derrière un objet, mais la gravure de ce bras existait quand même, mais n'était pas colorée. Donc, ça nous donnait l'impression que le bras continue, la main continue en arrière d'un pot ou d'un panier sans être coloré. Évidemment, je ne peux pas terminer la section sur l'Égypte sans parler du papyrus. Donc, le papyrus, c'est une plante qui pousse et qui est transformée en une forme de pâte papier. Donc, c'était une plante locale qui poussait près du Nil et qui a été utilisée rapidement comme médium d'écriture et qui a remplacé la pierre. Donc, si vous vous rappelez de Innis nous disait que les médias de pierre duraient plus par le temps et que ceux qui étaient plus par le papier étaient plus par l'espace. Si on écoute Innis, il va nous dire qu'il y a eu une démocratisation quand on a commencé à utiliser le papyrus parce que plus de personnes pouvaient écrire. Donc, ce n'était plus seulement le souverain, la famille royale et sa garde rapprochée. Donc, il y avait un caste de prêtres et de scribes qui pouvaient maintenant écrire aussi. Et comme Innis nous dit, le papier aide à la diffusion de l'information. Donc, Innis nous dit aussi que ceci a aidé à une démocratisation de la société égyptienne où la permanence taillée en pierre du souverain, pas qu'elle était remise en cause, mais qu'elle n'était plus hégémonique ou prépondérante et a été remplacée par une démocratisation de toute la société égyptienne parce qu'on utilisait maintenant le papier au lieu de la pierre. Donc, le papier diffuse l'information. Et ce qu'Innis nous dit, c'est qu'à la fin, pas seulement le souverain pouvait profiter de la vie éternelle, mais tout le monde. C'est ce que j'avais à dire pour la section pour l'Égypte. On va passer à la Grèce dans un prochain vidéo. À bientôt.